je m'appelle Pascal Charouin, je suis enseignant en histoire du sport et de l'éducation physique au département STAPS de Saint-Étienne. Et je suis rattaché à un labo lyonnais, désolé pour l'aspect herbistique des choses. Voilà, je suis au STAPS depuis qu'il est ouvert, donc depuis 1996. Et ben voilà, je m'épanouis beaucoup dans notre petit STAPS de Saint-Étienne. Et sinon, j'habite à Aurec-sur-Loire où je suis très bien et très tranquille. Voilà. Et je suis à 3 ans de ma retraite. Je vais choisir celle de droite. Pourquoi celle de droite? Alors, c'est une photo de boxe, hein, puisque c'est la photo de Cassius Clay, puisqu'au moment où la photo est prise, il s'appelle encore Cassius Clay. Et ensuite, donc, il va changer de nom. Par contre, il a fait de la boxe amateur, donc olympique. C'est pour ça que je l'ai prise. Et puis parce que le changement de nom a correspondu chez lui à une volonté de s'émanciper et de revendiquer sa blackitude, entre guillemets, même si à l'époque on disait plutôt la négritude. Et donc ça a été symboliquement quelque chose d'assez fort. Et puis l'importance du sportif, hein. Moi je l'ai vu combattre. Pour moi c'est le meilleur boxeur, même si derrière il y a eu Evander Holyfield, il y en a eu toute une ribambelle, mais je crois que lui était vraiment le plus impressionnant. Je vais prendre aussi celle de droite. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est une finale en sprint. Alors j'ai pas bien fait attention, mais ça doit être du 100 mètres ou du 200 mètres. Donc aux Jeux Olympiques de 1928 à Amsterdam. Et pour la première fois, donc les femmes sont officiellement acceptées aux JO. Et pour la première fois, on leur donne des médailles. Parce qu'elles avaient déjà participé à des Jeux Olympiques, mais en démonstration, notamment pour le tir à l'arc et pour le patinage artistique, sachant qu'à l'époque, les Jeux d'hiver et Jeux d'été étaient confondus. Donc on pouvait trouver... mais elles étaient simplement appelées pour faire des démonstrations, pas plus. Dès 1908, je crois, à Saint-Louis, elles font des démonstrations de tir à l'arc. Mais là, en 28, elles ont véritablement le droit de participer, alors avec deux gros bémols. Notamment en athlée, on considère que les femmes ne sont pas capables de courir plus de 400 mètres. 800 mètres, on considère que c'est une distance monstrueuse, donc on les bride là-dessus. Et puis la deuxième chose, mais il était plus présent au CIO à l'époque, mais Coubertin était foncièrement contre, puisqu'il avait dit, c'est pas exactement sa phrase, mais en gros, il a été traduite comme ça, il avait dit il n'y aura pas de JO femelles. Sous-entendu, le sport, c'est pas fait pour les filles. Donc là, c'est un peu un démenti à Coubertin, mais c'est un clin d'œil plutôt sympa que l'arrivée des filles aux Jeux Olympiques. Bon, écoutez, je suis un peu hésitant entre les deux. J'aurais presque envie de vous dire j'en prends aucune, parce qu'il n'y en a vraiment pas une des deux qui me branchait véritablement. Mais je vais quand même prendre celle de gauche. C'est au moment de la cérémonie d'ouverture de, je vous avoue, je ne sais plus quels Jeux Olympiques. Et c'était sur le problème de Formose et de Taïwan, donc des problèmes d'indépendance d'une province qui a été, à une période d'un pays qui a été colonisé par le Japon, puis ensuite par la Chine. Et donc il y avait ici protestation du changement de nom. Alors l'histoire est extrêmement compliquée, c'est pour ça que j'ai eu du mal à choisir et même à vous l'expliquer. Je ne vais pas vous raconter non plus des conneries, je ne suis pas spécialiste des problèmes asiatiques, enfin celui-là, pas beaucoup, donc je vais être très modeste, mais on va dire que ça représente un peu la symbolique de la protestation dans un cadre officiel. Mais vous m'avez bien piégé sur ces deux. Bon là par contre, autant tout à l'heure il y avait de l'incertitude, autant là c'est évidemment la photo de droite, donc Tommy Smith et John Carlos, donc au moment de la remise des médailles aux Jeux Olympiques de Mexico en 68. Donc le premier c'est Tommy Smith, le deuxième c'est un Australien dont on parlera peut-être un petit peu, et le troisième c'est John Carlos. Et donc les deux blacks choisissent pendant l'hymne américain, donc il faut se remettre dans le contexte, hein, le drapeau américain il monte, on entend le début de l'hymne,
donc je peux vous le fredonner même, c'est ta ta tam 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 ta ta. Et au moment où le drapeau monte, donc Tommy Smith sort, alors je ne sais plus si c'est le bras droit, et John Carlos le bras gauche, mais il ne sort pas le même bras, et un bras avec des mains, une main gantée de noir, donc qui était le symbole du Black Power, qui était un groupe, j'allais dire, qui revendiquait le droit des minorités black aux États-Unis, mais en plus un groupe très, très dur, hein. C'est pas un groupe pacifiste. Alors, cette photo, elle est très, très connue. Je pense que c'est même la photo la plus connue dans le monde de l'olympisme. Alors, ce qu'on connaît moins, c'est le troisième, c'est-à-dire celui qui a fait deuxième sur le podium, c'est un Australien dont j'ai perdu le nom. Et lui, en fait, il a été mis au courant bien avant la remise des médailles. C'est-à-dire, dès qu'ils ont eu terminé l'épreuve de 200 mètres, ils l'ont mis au courant. Donc Smith et Carlos l'ont contacté en lui disant voilà, on va faire le show, on va sortir, etc. Et lui était profondément pour. Et d'ailleurs, tous les trois, mais on ne le voit pas sur la photo, ils ont un t-shirt où c'est marqué défense des droits human rights, donc en anglais. Et il faut savoir que lui aussi, l'Australien, il a été emmerdé toute sa vie, il a été pourri après, parce que quand il est rentré au pays, en Australie, on lui a reproché d'avoir été d'accord avec la revendication des deux autres. Quant aux deux autres, ils ont passé 50 ans après cet épisode-là à être pourchassés par la CIA, etc. etc. Mais c'est pour moi l'une des images les plus fortes des JO. Ouais. Bon, là, sans hésiter aussi, même si c'est un peu sous forme de joke, c'est un peu fun, la photo de gauche. Quel est le contexte? On est donc à Sydney en 2000. Et on est lors des phases de qualification sur 100 mètres nage libre. Et donc, tous les cadors sont déjà passés, les Américains, les Australiens, les Hollandais, etc., tous les plus balèzes, les Australiens. Et puis, il reste 3 Africains. Et on sait que les pays d'Afrique n'ont pas une tradition de natation très importante, ils ne sont pas performants, pour être clair. Et donc, il reste ces 3 bonhommes à passer. Et en fait, sur cette dernière série, sur les 3, les 2 autres font un faux départ. Donc il se retrouve éjecté. Et donc il n'y a que lui qui concourt pour essayer d'aller au-dessus. Évidemment, il sait qu'il n'ira pas. Et on le voit au moment où donc, le départ est donné. Et au moment où il plonge, moi je l'ai vu en direct, hein, même si c'était à Sydney, je l'ai vu en direct. Et au moment où il a plongé, on a tout de suite vu le mec qui ne maîtrisait pas, quoi. Il a plongé comme un peu un débutant, avec les jambes écartées, etc. Et puis c'est surtout au moment où il a commencé à nager. Déjà, il avait une coulée qui a duré 1,50 m. Il est très vite sorti au-dessus de l'eau et il crawlait. Il faisait du crawl, je ne sais pas si le caméraman arrive à me suivre, il faisait du crawl comme les poloistes. Quand on joue au water polo, on a besoin de lever des bras pour faire du dribbling, sinon le ballon il se casse. Donc il crawlait comme ça. Il n'arrivait pas à faire du crawl sous l'eau, donc il était tout le temps tête hors de l'eau. Et puis, donc, il est arrivé jusqu'aux premiers 50 mètres, mais vraiment au taquet. Autant que je me souvienne, il n'a pas fait de pirouette, il a juste tapé le mur. Il a réussi à reprendre un peu sa respiration sur 3-4 mètres, sur les derniers 50 mètres qui restaient. Il a dit, je vais quand même finir. Et le pire, ça a été les 25 derniers mètres, où là, on voit en fait, il y a une petite découpe sur le plafond qui marque les 25 mètres. Et là, en fait, on devine, parce qu'à l'époque, il y avait quelques caméras sous-marines, mais ce n'était pas super. Mais en gros, qui devenait plus ou moins un nageur vertical, parce que certains collègues qui font la natation ici au STAPS appellent les nageurs avec chaussures de ski, pieds. Donc, et plus ça venait, plus en fait son bassin, son derrière, ses jambes descendaient dans l'eau. Il a fini par, il est arrivé. Alors, à l'époque, 100 mètres, pour jouer la qualif, il faut être en dessous de 50 secondes. Le record devait être autour de 48 ou un truc comme ça. Et lui, il a mis, je ne sais pas, 10 ou 15 secondes de plus que les autres. Il a été acclamé par toute la piscine, acclamé ou parfois moqué, évidemment. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que, évidemment, il n'a pas été qualifié, hein, mais il a tout donné. Il est arrivé, il était mort. Et je me souviens, moi, du commentateur, c'était Michel Rousseau, un ancien champion médaillé d'argent au JO. Et il a dit peut-être que pour la première fois, on va être obligé de faire intervenir les maîtres nageurs. Parce qu'il y a obligation, quand on organise une compétition de natation, qu'il y ait 2 maîtres nageurs, qui évidemment n'interviennent jamais, parce que les mecs qui viennent nager, ils savent nager, ou les filles, mais lui, il ne savait pas. Et je me souviens, Michel Rousseau avait dit ça. Il dit, ça se trouve, pour la première fois, on va voir intervenir les maîtres nageurs. Et puis, bon,
c'est presque moqueur ce que je vais dire, mais ce qui est assez bizarre, c'est que juste après, entre guillemets, son truc, il a été contacté par tout un tas de boîtes qui lui ont fait des ponts d'or, qui lui ont filé un fric pour faire de la pub, chose qu'il a fait. Et alors le plus drôle, la fin de son histoire, c'est qu'en fait, avec l'argent qu'il avait amassé, suite à cette anecdote, eh ben, on aurait pu penser, je sais pas, il va acheter une Ferrari ou j'en sais rien quoi, il va se payer 15 jours dans un hôtel, etc. Non, il s'est payé un entraîneur de natation, pour arriver finalement à pas grand-chose, c'est-à-dire à nager comme moi, ce qui ne présente aucun intérêt. Voilà. Il aurait plutôt mieux fait de rester dans le fun, ça aurait été plus sympa finalement. C'est un peu moqueur, là, c'est la partie un peu méchante. Sans hésitation, la photo de gauche, donc Michael Phelps, qui est, je crois encore aujourd'hui, celui qui a remporté le plus de médailles aux Jeux, toutes disciplines confondues et tous sexes confondus, c'est-à-dire filles et garçons aussi. Vraiment un athlète complet en natation. Et c'est d'autant plus dur quand on sait qu'aujourd'hui, en fait, que ce soit en athlète ou en natation, très tôt, on est obligé de se spécialiser. Soit on fait du sprint en athlète, soit on fait du demi-fond, soit on fait du fond, mais on ne peut pas tout faire. Et lui, il a incarné un peu ce sportif capable de faire de la natation rapide. Donc à l'époque, quand même majoritairement du 100 mètres, hein, le 50 mètres n'était pas encore développé, et pour monter jusqu'à des distances bien supérieures. Alors, je ne suis pas spécialiste de physio, il faudrait demander aux collègues qui sont profs en physio, en STAPS ici ou ailleurs, mais il a été découvert chez lui entre guillemets, presque des anomalies au plan génétique. Alors, je ne sais pas si c'était un problème hormonal ou je ne sais pas quoi, un peu les mêmes choses qu'on a découvert sur Caster Semenya, par exemple, sur un taux de testostérone relativement élevé. Lui aussi était, de ce point de vue-là, un être exceptionnel. Et je terminerai là-dessus en disant que Caster Semenya, on lui a demandé à elle de prendre des cachetons pour diminuer son taux de testostérone, alors que Michael Phelps, on ne lui a rien demandé. Enfin, dans tous les cas, super nageur, super bonhomme, puis gentleman, quoi, un mec bien. Ok, sans hésiter, là aussi, photo de droite, Dick Fosbury, 68, Mexico. Pour la première fois, il y a un gus qui va sauter, comme on dit, dos à la cible, même si ce n'est pas une cible, hein, c'est une barre. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement de réglementation dans le saut en hauteur. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait une réglementation qui prévoyait que la tête ne pouvait pas se présenter en premier par rapport à la barre. Donc, on présentait dans le rouleau californien, le rouleau ventral, on présentait en fait le genou de la jambe opposée. Il y a eu une petite modification réglementaire, donc possibilité de franchir la barre, quelle que soit la première partie qui franchisse la barre. Et puis la deuxième amélioration qu'il y a eu, c'est au niveau des tapis de réception, bien sûr. Parce que quand vous faites un Fosbury et que vous retombez dans le sable, vous pouvez vous faire très mal si vous vous promenez à 2,30 m de hauteur. Je crois que ce jour-là, il doit tourner à 2,33 m ou quelque chose comme ça. Ça fait déjà mal de se casser la gueule sur le dos à 2,33 m, on se fait mal. D'où vient en fait cette technique du Fosbury? C'est pas lui qui l'a inventé, c'est pas des scientifiques, c'est pas des biomécaniciens qui ont dit qu'est-ce que vous faites chier avec le rouleau ventral, sauter en Fosbury, puisque personne ne le faisait. Non, en fait, c'est son entraîneur qui lui a suggéré. Alors, je le sais parce que son entraîneur, il est venu faire une conférence un jour à l'UFR STAPS à Lyon. Alors, je n'y ai pas assisté, mais par contre, il y a des collègues qui étaient allés, et donc il a expliqué que c'est lui qui lui avait suggéré de sauter de cette manière-là. Alors, ce qu'il faut savoir en plus, c'est qu'au moment des qualifs, pour le saut en hauteur, le stade entier se marrait. Parce que tout le monde disait, mais qu'est-ce que c'est sur l'Uberlu? Enfin, en plus, il était de l'autre côté par rapport aux autres qui étaient majorité droitiers, donc qui avaient une course d'élan particulière. Puis lui, il était tout seul dans son trip, en gros, et puis ça a été éclat de rire. Sauf qu'à la fin, quand il est devenu champion olympique, tout le monde a dit « Ok, merci ». Et aujourd'hui, tout le monde saute en Fosbury. Alors avec un petit bémol, j'ai lu il n'y a pas très longtemps un papier d'un biomécanicien qui expliquait qu'on devrait pouvoir être plus performant en rouleau californien, donc en rouleau ventral, sauf que techniquement, c'était beaucoup plus dur à maîtriser que le Fosbury. C'est la raison pour laquelle le Fosbury
est aujourd'hui devenue la manière unique de faire du saut en hauteur. Sans aucune hésitation, la photo de gauche. Alors en fait, on est aux Jeux Olympiques de Munich en 1972 et il y a un groupe terroriste palestinien, toujours suite au problème qui n'est toujours pas réglé, des territoires à donner à la Palestine par Israël. Et donc ce groupe terroriste décide de faire un gros coup lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972, et évidemment contre l'équipe qui représente l'ennemi, c'est-à-dire une des équipes de la délégation israélienne, en l'occurrence l'équipe de lutte israélienne. Et donc ils décident de prendre en otage les lutteurs israéliens, leur entraîneur, etc. Et donc ils rentrent dans le village olympique, ils les prennent en otage. Tout de suite, ça part en vrille, puisque d'entrée de jeu, il y a l'entraîneur principal de l'équipe qui commence à vouloir lui dire « Non mais c'est bon, avec ta Kalachnikov, vous nous faites chier, ils sont 3 ou 4 je crois ». Et il se fait dézinguer d'entrée de jeu. Et donc des gens savaient tout de suite qu'il y avait un mort. Et la prise d'otage a duré à peu près, si je me souviens bien, un jour à un jour et demi. Alors le truc traditionnel, j'ai jamais trop compris pourquoi, mais dans les années 70, les preneurs d'otages demandaient toujours à avoir des avions. Alors, ils voulaient un avion pour se rendre je ne sais pas où, et puis il y avait une dimension symbolique. Alors ça a été vraiment assez terrible. Le lendemain où on a réglé le problème, avec au final 20 ou 23 morts, donc, alors, les terroristes ont tous été tués par la police allemande. Les lutteurs israéliens, il y en a un paquet qui sont passés évidemment à la trappe aussi. Et donc le lendemain, on a stoppé les Jeux. Et puis, pour paraphraser Freddie Mercury et le groupe Queen, « The show must go on », c'est-à-dire le surlendemain, les Jeux ont redémarré. Par contre, le lendemain, il y a eu une cérémonie extrêmement noire qui était terrible, et beaucoup de vent ce jour-là à Munich. Et il y avait les drapeaux olympiques, et il y avait un silence qui était vraiment incroyable. Alors, dernière conséquence de ce truc-là, c'est depuis cette année-là qu'on a créé, notamment dans les pays occidentaux, toutes les brigades spécialisées, que ce soit dans la gendarmerie ou la police, le GIPN, le GIGN, les brigades antiterroristes, etc., etc. Tout ça, ça a été créé à ce moment-là. Et donc, alors je ne sais pas, mais est-ce que le corps des sapeurs-pompiers de Paris ou de Marseille a été créé suite à ça? Je ne crois pas, mais en gros, tous les policiers un peu costauds, un peu balèzes et les gendarmes, eh ben, ils ont été créés, les policiers d'élite, suite à cet événement-là à Munich. La photo de droite, incontestablement, 1992, donc Jeux Olympiques à Barcelone, alors qui sont considérés aujourd'hui dans l'histoire de l'olympisme comme les Jeux les plus réussis, tant au plan de la popularité que de l'accessibilité aux différentes installations sportives, le transport des journalistes, les droits de l'homme, etc. Il y a eu tout un tas de manifestations culturelles. Et au plan sportif, il y a une petite révolution qui s'est faite, c'est qu'en fait, on a accepté que les meilleurs basketteurs américains participaient au tournoi de basket. Parce qu'avant, en fait, seuls les amateurs des Américains de basket avaient le droit de participer au tournoi olympique. Et là, on l'ouvre. Et donc, on se retrouve avec les meilleurs basketteurs de la NBA. Cette équipe-là, en 92, on ne l'a jamais retrouvée par la suite, ni en 96, ni en 2000, etc. Ça a vraiment été les meilleurs des meilleurs. Et ce qui est assez étonnant, c'est que sur le plan sportif, ça n'a pas été hyper intéressant, parce qu'en gros, d'entrée de jeu, ils partaient avec un avantage de 30 ou 40 points. Grosso modo, ils ont gagné la finale. Ils ont dû gagner sur 30 ou 35 points. Ça a été, pour moi, ça a été le début de l'acceptation des professionnels et en plus des showman, quoi, parce que les mecs, et surtout une chose, c'est que les clubs américains ont accepté de les lâcher. Aujourd'hui, les clubs américains, ils verrouillent. Ils ne veulent pas que leurs basketteurs soient dans l'équipe des États-Unis parce qu'ils ont des contrats en or et ils ne veulent pas que les mecs se fassent les croisés, par exemple. Donc, ils leur disent non, vous n'acceptez pas les sélections. À cette époque, le comité olympique a fait un pas et la Ligue de basket nord-américaine aux États-Unis a fait un pas, elle aussi, de son côté. Voilà, très impressionnant.
Photo de gauche, là aussi quand même sans hésiter, donc Usain Bolt, champion absolument astronomique, 100, 200, il a même été sur 400. Un mec, il claque 9,37, qui est toujours le record du monde, il me semble. En plus, un type hors norme. À l'époque, au début de la carrière d'Usain, les sprinteurs sont plutôt généralement moyennement grands, autour de 1,80 m, 85, rarement plus. Et surtout, ils sont hyper musculeux. Ils ont des trapèzes, des deltoïdes, ces grosses bestias qui soulèvent de la fonte, voire peut-être qui s'adonnent à autre chose. Mais bon, là n'est pas l'objet. Et Usain Bolt, lui, se pointe, il est plutôt grand. Et il a une fréquence de foulée un peu spéciale. Par contre, des foulées très longues. Et bon, puis en plus, c'est un showman, quoi. Je ne vais pas vous le refaire parce que ça va emmerder les caméramans. Mais quand il fait ces trucs, il fait semblant de tirer à l'arc. C'est un truc qui est resté un geste un peu mythique. Et puis, il a revendiqué aussi son image, un peu l'image qu'on a de la Jamaïque, c'est-à-dire courir vite, consommer parfois des produits interdits et puis écouter du reggae. Et là, il a été... Pour moi, c'est le Bob Marley de l'athlétisme. Là, sans hésiter, la photo de gauche. En fait, on est aux Jeux Olympiques de Melbourne en 1956 en Australie. Quelques mois auparavant, c'est-à-dire en septembre, si je me souviens bien, enfin je me souviens pas, je n'étais pas né, je ne sais pas pourquoi je vous dis cette connerie, je n'étais pas né en 1956, je suis né en 1962, mais les bouquins disent, effectivement, il me semble que les JO ont eu lieu en septembre, en Australie, et en fait, quelques mois auparavant, il y a eu une tentative de la part des Hongrois de se libérer un peu de la tutelle de l'Union soviétique, en installant un gouvernement toujours communiste, mais un peu plus soft. Et la tentative a réussi, mais très rapidement, les soviétiques ont riposté et ils ont fait donc descendre des chars dans Budapest. Et pour remettre un gouvernement qui soit très profondément pro-soviétique. Et au cours des JO, donc qui sont déroulés 2-3 mois après, la demi-finale du tournoi de water-polo oppose la Hongrie à l'URSS. Et là, c'est un bain de sang. Donc la une de l'équipe, le lendemain, c'est la piscine rouge de sang. Et ce n'était pas une exagération. Là, la photo qu'on voit, on voit que le mec, il est balafré. Mais il y a un joueur hongrois, mais il y en a un qui a carrément perdu un œil, qu'on n'a jamais retrouvé d'ailleurs. Il a fallu des forces de l'ordre pour séparer les deux équipes. Les flics ont quasiment été obligés de se mettre dans l'eau pour les faire sortir, c'était un truc de dingue. Sportivement, la Hongrie a gagné, 4 ans ou 5 ans, j'ai le souvenir, et gagne cette année-là le tournoi de water-polo, et c'est aujourd'hui considéré comme la compétition sportive la plus violente qu'il y ait jamais eu. Donc voilà, et moi pour avoir travaillé un peu sur ce sport qui intéresse plus beaucoup de monde aujourd'hui, le water-polo, c'est des anciens comme moi ou comme des encore plus anciens, c'est la chose quand on leur dit water-polo, tu peux me citer quoi? Ils vont citer le match URSS-Hongrie de 1956 au JO. Sans hésiter, je m'adresse aux photographes, aux cadreurs, parce que là je risque peut-être d'être obligé de faire un truc un peu space. Bob Beamon, 68. Jeux Olympiques de Mexico, qui ont vraiment été des JO extraordinaires, hein. Tommy Smith, tout à l'heure, dont on parlait. Bob Beamon, 100 longueur, il se qualifie pour la finale. Il vaut, en gros, c'est un mec qui vaut, je crois que son record personnel doit être à 8,34 m ou 8,37 m. À l'époque, le record du monde doit être à autour de 8,47, 8,50, un truc comme ça. Et lui, il était donné par les bookmakers, donc les parieurs anglais, il était donné comme potentiel 6e ou 7e en finale. Et il claque le saut de sa vie, et il claque 8,90 m. Donc il explose tout le monde de 50 cm, y compris lui. Alors lui, de plus de 60 cm. Donc ça a été un bond absolument stratosphérique. C'est pour moi le record du monde le plus dingue qui est jamais... Aujourd'hui, quand on sait qu'on gagne, par exemple, en soi la perche, aujourd'hui, ça se gagne centimètre par centimètre. Là, mais ça a été un truc de dingue. Alors après, son saut d'ailleurs, les biomécaniciens ont beaucoup travaillé sur
la kinésiologie, la chronophotographie du saut. Et ils ont conclu, ils ont dit ben, tout était bien. C'est-à-dire le début, quand il a demandé au public d'applaudir, bon ben ça c'est classique, tout le monde le fait, c'était bien. La course était bien, la vitesse était bien, la prise d'appel sur la plasticine, elle est nickel, il finit à 1 mm de mordre, ce qui était parfait. Le double ciseau pour maîtriser le saut était nickel, la réception était... Tout était bien. Et on voit la dernière photo, et on voit Bimon qui regarde, il a vu qu'il avait fait un truc, parce que tu vois, tu te mets sur un truc en sable, tu vois, ça a été loin ou pas. Et là, il s'est dit, putain, j'ai fait le saut de ma vie, et il regarde le panneau d'affichage qui annonce 8,90 m. Alors quand même, ce record, il a été battu en 1995, donc un an avant la création du STAPS, par 2 hommes le même jour, et qui ont passé 8,93 m et 8,95 m. Il a été battu, au plus simple, en 1995 par Mike Powell, donc, qui a claqué 8,95 m. Et puis je lui ai retrouvé l'Américain mythique en athlée, dont je viens de perdre le nom, qui avait claqué le même jour 8,92 ou 8,93. Et peut-être pour la petite anecdote un peu familiale, moi je me souviens, j'avais 6 ans en 68, mais mon père, il m'avait fait voir sur le jeu de boules qu'il avait fait, un jeu de pétanque, donc il avait fait de 10 mètres, puisque la pétanque, il faut 10 mètres ou entre 6 et 10 mètres. Et il m'avait dit, tu vois mon petit, il a sauté jusque-là. Donc il me faisait une ligne à 1 mètre du bois où on arrêtait les boules, et il me dit, tu vois, moi je vais crever, et je ne vais jamais voir ce record battre. Et toi non plus. Bah si, on l'a vu, finalement battu ce record, mais ça a vraiment été un truc totalement stratosphérique. Photo de droite, pour la première fois, donc la Corée du Nord et la Corée du Sud défilent sous le même drapeau, Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Je crois que la date est importante parce qu'aujourd'hui, ça serait totalement impensable. Parce qu'aujourd'hui, la Corée du Sud s'est énormément développée. Elle fait aujourd'hui partie des pays les plus développés. Et qu'à regarder le monde de l'automobile, des Hyundai, il y en a partout, etc. Ils ont inondé véritablement le marché. Et alors que la Corée du Nord est sous un régime communiste, quasiment l'un des derniers, mais quand je dis communiste, mais vraiment pur et dur, où là, il y a vraiment, c'est vraiment tenu d'une main de fer. Et ça paraît, moi la réflexion que j'en ai, c'est que des fois je suis très critique et on est très critique par rapport au sport, par rapport au dopage, au fric qui circule, etc. Mais là, pour le coup, je serais plutôt critique, mais dans le sens positif du terme, parce qu'on voit ces deux peuples totalement opposés, où les frontières sont hyper imperméables, et défiler sous le même drapeau, au moment des JO, je vais dire une connerie, mais tant pis, il n'y a que le sport qui est capable de faire ça. C'est une conclusion un peu con, mais je n'en ai pas d'autre. Mais en plus, pour le coup, elle est assez appropriée. Là aussi, autant au début j'ai hésité, mais là j'ai plus d'hésitation. Jeux Olympiques de Berlin en 1936, donc Jesse Owens, qui gagne 4 médailles. Il gagne le 100 mètres, le 200 mètres, le relais. Et il ne gagne pas le saut en hauteur, il gagne pas le saut en longueur, il gagne le saut en hauteur, ce qui est plutôt rare. Généralement, les sprinteurs sont bons en saut en longueur, un peu moins en saut en hauteur. Bon, basta, là c'est tout dans le symbole. Jesse Owens, c'est un black américain, qui gagne au beau milieu des Jeux de 1936 où véritablement c'était la parade nazie. Tout le monde a vu cette photo, mais au moment où Hitler arrive pour proclamer l'ouverture des Jeux, il y a 90 000 personnes qui font le même geste au même moment en criant à Hitler. Ça a vraiment été des Jeux très pro-nazis. Et lui, il est venu un peu démonter toute l'idéologie sur la supériorité de la race aryenne. Ça, c'est la face un peu connue. La face un peu moins connue, et qu'on dit moins, c'est que Jesse Owens, lui aussi, dans son pays, il subissait, pas autant que les Juifs évidemment en Allemagne, mais lui aussi il subissait de la ségrégation. Ce qu'on sait, c'est que quand même ces victoires aux Jeux Olympiques de 1936 à Berlin lui ont amélioré sa vie ordinaire. Il n'a pas eu après une vie d'un black ordinaire des années 30 aux États-Unis. Il a été largement
protégé, même si sur la fin de sa vie, les choses se sont un peu moins bien passées. Mais bon, là aussi, beaucoup de symboles, quoi. La blackitude contre l'idéologie aryenne, etc. Photo de droite, incontestablement. Jeux Olympiques 60 à Rome. Alors pour la petite histoire, nous les Français, on prend une raclée phénoménale. On ramène 3 médailles, aucune d'or. Et là, c'est le marathon. Et c'est l'arrivée de Bikila, qui est donc coureur éthiopien. Sachant que l'Éthiopie vient juste d'être indépendante par rapport à l'Algérie et par rapport à l'Italie, excusez-moi, puisque l'Éthiopie est un des rares pays africains qui était sous domination italienne. Les Jeux ont lieu donc à Rome et c'est l'Éthiopien qui gagne le marathon. Et il arrive en plus, ce qu'on voit sur la photo, sous l'arc de Constantin, qui est vraiment à Rome le monument, un peu comme l'Arc de Triomphe à Paris ou la Tour Eiffel. C'est vraiment le monument symbolique de l'italienneté, si je peux dire. Et lui vient, en plus c'est un coureur, c'est un vrai coureur comme on s'imagine, comme on peut se l'imaginer, ouais, un peu le coureur aux pieds nus, africain, entre guillemets, c'est un peu racialisant ce que je dis, mais coureur naturellement doué, quoi. Et bon, en tout cas, ça a été en plus le début d'une domination sans partage depuis des athlètes de l'Afrique de l'Est, des Éthiopiens, des Kenyans, voire des Marocains sur le demi-fond et le fond en athlée jusque dans les années 2020, incontestablement. Moi, j'en pense globalement plutôt du bien, même si dans le milieu des STAPS, il y a beaucoup de critiques. C'est le centenaire en plus, puisqu'en 1924, donc, ce sera la 3e fois que Paris organise les Jeux. Donc la première fois en 1900, la 2e fois en 1924, et donc 2024, c'était le centenaire. On avait postulé au moment où Pékin a eu les Jeux, non, même avant, je ne sais plus lesquels, on avait pris une raclée phénoménale. Moi, je trouve ça plutôt positif, en dépit de certaines critiques qu'on peut faire sur l'aspect un peu excessif du sport, etc., et toutes ces dérives. Moi, je trouve ça très intéressant. Puis, dernière chose, pour vous, et puis pour moi aussi, hein, filles comme garçons, étudiants en STAPS ou prof en STAPS, ça nous fait un bien fou, parce que mine de rien, au niveau de la recherche, il y a tout un tas de trucs qui débouchent, alors notamment sur les sciences de la vie, en bioméca, en physio, mais aussi en histoire, par exemple. Bah, c'est pas grand-chose ce que je fais aujourd'hui, je veux dire, c'est un peu du propos de bistrot, mais bon, c'est sympa et je trouve que ça a le mérite d'exister. Et sans Paris Jeux 2024, moi, je n'aurais pas été au contact des gens du BDE pendant 1 heure ou 2 heures un après-midi, surtout en ce moment, où on doit être confiné. Moi, je trouve ça plutôt positif aussi. Saint-Étienne avait été un lieu d'accueil pour le rugby, pour la Coupe du Monde. C'était les Écossais, qui étaient la poule de l'Écosse, qui était tête de série, qui étaient présents à Saint-Étienne. D'ailleurs, ils ont un peu tout bouleversé. C'est eux qui avaient mis, par exemple, les poubelles avec les glaçons pour récupérer. Ça, c'était un truc qu'on ne faisait pas avant, récupérer dans l'ultra froid. Bon, bref, Saint-Étienne va participer par le biais du foot, donc d'une certaine manière au jeu. Il ne faut pas en surexagérer l'importance. Autant une Coupe du Monde pour le monde du football, c'est vraiment un gros truc. L'Euro, c'est également un gros truc. Aux Jeux Olympiques, quand même, le foot, c'est pas le sport roi. Quand même, les sports rois, c'est... Moi, je mettrais en numéro 1 l'athlé, natation, gym, donc plutôt des sports individuels. Mais je trouve ça plutôt bien que Saint-Étienne soit représenté, parce que c'est une vraie ville sportive et du coup un peu monosportive. Donc on y retrouve le foot, logique.